أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous préoccuper de parler ensemble de ces médias et des journalistes. Pourquoi aujourd'hui cette question est-elle centrale dans notre réflexion de musulmanes et de musulmans vivant en Occident et plus particulièrement pour vous, vivant en France? Pourquoi? Et c'est une réalité d'ailleurs partout dans le monde. Nous devons faire face à ce problème et essayer d'y trouver une solution. Quel est le problème? Qu'est-ce qui aujourd'hui pose un problème dans la réflexion que les gens se font sur l'islam, mais même parfois que les musulmans se font sur leur environnement et sur leur interlocuteur? Où est le problème? La grande question, ce vis-à-vis de quoi nous avons à prendre position, ou en tout cas à nous engager, c'est cette nouvelle attitude, non, elle n'est pas nouvelle, disons, cette attitude qui consiste à poser les choses de façon binaire. La pensée binaire, c'est l'un des plus grands dangers de la pensée, c'est quand on simplifie les choses de façon binaire. À l'ère de la communication, la pensée binaire est gravissime. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette façon de poser les choses. Vous avez l'islam d'un côté, la laïcité de l'autre. L'islam d'un côté, la démocratie de l'autre. L'islam d'un côté, le progrès de l'autre. Et même l'islam d'un côté et les médias de l'autre. Comme si toute notre réflexion, c'était une réflexion conflictuelle, d'opposition. On a deux entités, l'islam, même parfois, et vous connaissez, islam, Occident, islam, modernité, islam ci, islam ça. Et puis finalement, on développe une pensée qui est une pensée binaire, avec en arrière-fond l'idée que tout cela s'oppose, qu'on a une entité monolithique, l'islam, et que l'on a une autre entité monolithique, l'Occident. Et quand vous allez plus loin dans l'analyse, qu'est-ce que c'est l'Occident? On ne sait pas très bien. Enfin, c'est quelque chose, c'est en tout cas pas l'islam. Et puis, qu'est-ce que c'est l'islam? On ne sait pas très bien. C'est monolithique, comme si tous les musulmans se ressemblaient et comme si toutes les positions des musulmans étaient les mêmes. Cette vision binaire est un des grands problèmes. Et aujourd'hui, pour nous, même par rapport à la question des médias, c'est ce rapport qu'il faut déconstruire. Nous devons, nous-mêmes, personnellement, en tant que musulmanes et musulmans, avoir accès à une pensée un tout petit peu plus complexe, un peu plus nuancée, un peu plus approfondie. Et si tout le monde pensait de façon binaire, nous devrions, au nom de notre témoignage, au nom d'une pensée approfondie, au nom d'un amour de la connaissance, aller vers une pensée un tout petit peu plus complexe. C'est la première des choses. L'autre chose aussi qui pose un grand problème, c'est qu'aujourd'hui, en France par exemple, arrêtons-nous sur la situation française, mais c'est vrai, je dirais, en toute l'Europe. Le problème de l'islam n'est pas un problème juridique. Le problème de l'islam n'est pas un problème de loi. Le problème de l'islam est un problème de représentation. Comment une population voit l'islam et les musulmans est plus producteur de problèmes que ce que dit la loi. Je vais vous donner une attitude que l'on voit le plus souvent. Si j'ai l'impression que les musulmans
sont un danger, que l'islam est un danger pour ma société, je vais lire la loi qui doit me protéger de ceux qui sont en face de moi et qui sont un danger pour moi. Je lis donc la loi comme une protection, non pas avec objectivité, ou en tout cas un minimum d'objectivité. Si je cherche dans la loi ce qui va me protéger, je fais dire parfois à la loi ce qu'elle ne dit pas. Parce que je la lis de cette façon-là. Aujourd'hui, la question de la loi française n'est pas fondamentalement problématique par rapport à la question de la présence de l'islam. Et on s'en est rendu compte dans beaucoup d'affaires qui sont liées à l'islam. Le gros problème aujourd'hui, c'est une question de représentation. Et dans la production de la représentation de l'islam et des musulmans, l'un des grands rôles, l'un des domaines d'instrumentalisation de l'information et de la production de la représentation, ce sont les médias. C'est l'information. Et c'est pour ça que ça nous interpelle. C'est que c'est aujourd'hui, pour beaucoup, la télévision, la presse, qui fait et qui produit la représentation de l'islam et des musulmans chez beaucoup de gens. C'est plus ceci qu'une lecture approfondie sur des textes qui permettraient de savoir, ou des discussions d'ailleurs avec des musulmans. Donc quand on a la réalité d'une pensée binaire qui peut être catastrophique, qui peut être une promesse de trancher de main, de lutte, pensée binaire, et d'un autre côté, que l'on se rend compte que le vrai problème dans la coexistence que l'on a sur le sol français entre les citoyens français de confession musulmane et les citoyens de confession diverses et les humanistes, eh bien quand on se rend compte que c'est une question de représentation, eh bien il faut qu'on réfléchisse sur la question des médias et de l'information. Ça, c'est l'introduction à la problématique. Vient ensuite la réflexion sur la nature du problème lui-même. Et alors, il ne faudrait pas qu'en voulant mettre en évidence le problème, nous tombions nous-mêmes ici dans le piège de dire, bien, où est le problème des médias par rapport à l'islam? Et on retomberait dans cette pensée binaire qu'on vient de dénoncer. C'est pas ça d'abord qu'il faut faire. Aujourd'hui, tout citoyen qui veut développer une conscience critique par rapport à ce qui entre dans sa tête doit effectivement penser les médias et réfléchir sur l'information en ce qu'elle est au-delà même de simplement son appartenance. Où est le problème aujourd'hui des médias et de l'information dans le monde dans lequel nous vivons? Ça, c'est une vraie question. C'est pas, nous les musulmans, on a un problème. Parce que si vous allez discuter avec tous ceux qui travaillent dans le tiers-monde, et pendant 15 années, j'étais sur le terrain du tiers-monde, j'entendais exactement la même chose. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du sang. Si vous avez 10 personnes qui meurent de faim dans un village, personne n'en parle. Ils avaient les mêmes problèmes. Pour certains, ils n'étaient pas musulmans, mais ils voyaient dans les médias exactement le même travers. On n'en parle que quand il y a un problème. Nous ne sommes pas les seuls, en tant que musulmans, à développer un regard sur les médias qui peut parfois être critique. Donc, avant même de se dire c'est que les musulmans qui ont un problème avec les médias, où est la réalité aujourd'hui de l'information? Quelle est-elle? Quelle analyse doit-on en faire? Alors j'aimerais, de ce point de vue-là, vous proposer en tout cas 6 constats que nous ne sommes pas les seuls à faire, que toute une société est en train de faire, que des intellectuels sont en train de développer, et qu'une réflexion aujourd'hui est exigée de tout citoyen qui veut véritablement défendre une vraie conscience juste par rapport au monde dans lequel il vit. Premier élément. Le premier élément aujourd'hui, c'est et qui est un constat objectif, la circulation de l'information aujourd'hui produit et a produit pour chacun d'entre nous une réception de l'information surmultipliée. Jamais, autant qu'aujourd'hui, nous n'avions reçu d'informations à une vitesse aussi accélérée. Cela veut dire, et vous le savez, parce que vous l'avez entendu par les grandes agences de presse, mais vous le savez également par
la chaîne de télévision qui a eu un énorme impact à partir sur le plan international, c'était vrai auparavant, mais sur le plan international et même européen, elle a eu un énorme impact à partir de la guerre du Golfe au début des années 90, c'est CNN, c'est le réseau international avec une masse d'informations qui vous vient. Il peut se passer quoi que ce soit dans le monde, dans les 2 heures à l'autre côté de la planète, l'information parvient. Et cette information fait qu'elle est véritablement multipliée. Et qu'est-ce que cela veut dire qu'une information dont l'accélération a produit la multiplication et la densification? Cela exige de l'esprit qui reçoit cette information une capacité d'analyse multipliée s'il veut la comprendre. Il faudrait que nous donnions plus de temps à l'analyse, puisqu'il y a plus d'informations qui nous parviennent. Or, de quoi s'aperçoit-on? Les informations sont multipliées et le temps de l'analyse est diminué. Ce qui fait que vous avez énormément d'informations qui entrent et peu de temps à l'analyse de la réception de l'information. Ce qu'on vous donne à l'école comme temps d'analyse de ce que vous recevez, dans votre vie quotidienne, en termes d'information, on ne vous le donne pas. Vous avez une somme de choses qui entrent, tout ceci entre de façon souvent désordonnée, et le temps de la réception et de la mise en place d'une attitude critique n'est pas donné. Donc, multiplication, densification de l'information, avec une diminution de la capacité d'analyse critique. Et ça, c'est une chose qui est donnée. Michel Rocard, récemment, il y a quelques mois de cela, était passé à Genève, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte à quoi nous sommes soumis quand nous sommes responsables politiques. Il se passe quelque chose dans le monde, dans les 2 heures, même parfois, vous ne savez même pas encore ce qui s'est passé, vous avez un micro sous la bouche et on vous dit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez même pas reçu l'information qu'il faut déjà avoir pensé sur l'information, parce que si vous ne dites rien, on se dit, il casse quelque chose, il ne veut pas parler. Donc vous devez produire un discours neutralisant votre ignorance de la réalité des choses, mais montrant à votre interlocuteur que quand même vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Et il dit, finalement, que se passe-t-il? On dit quelque chose, mais on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Mais on dit. Et il a dit. Parce que s'il n'avait pas dit, ça voudrait dire quelque chose. Ça va vite. Il faut pouvoir se débrouiller avec ça. Et c'est un homme politique qui vous le dit, et c'est vrai dans énormément de situations, la multiplication de l'information, sa densification, sa rapidité, sa vitesse, pose un problème. Autre chose. L'autre chose qui est liée à ce premier constat, et là vous m'avez bien compris, ce n'est pas les musulmans qui subissent ça, c'est le monde entier qui subit cette réalité-là. Et qu'il y a aussi peu d'analyse parfois possible pour une situation très très complexe, par exemple par rapport à ce qui s'est passé au Kosovo, parce qu'on pourrait faire une étude. On prend par exemple tous ceux qui sont ici pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as compris? Quels sont les faits? Comment tu as analysé les choses ?» Et vous allez voir que nous savons beaucoup de faits, mais nous n'avons pas analysé les situations. Et que là, il y a un grand déficit. Et même dans la communauté musulmane, nous ne sommes pas mieux armés que quiconque sur ce plan-là, nous subissons les mêmes réalités. Donc c'est vrai par rapport à l'islam, comme c'est vrai aux problèmes internationaux. Je parlais du Kosovo, mais j'aimerais bien savoir qui d'entre vous a étudié, compris ce qui s'était passé vraiment au Rwanda, à moins que ce qui vous intéresse ne concerne comme les musulmans, et alors là, vous n'avez pas très bien compris le message qui est le nôtre. Nous sommes concernés par tout ce qui concerne l'homme. Toute la justice et que la justice pour tous les hommes. Il n'y a pas que nous ne nous intéressons pas qu'à nous, nous intéressons à tout ce qui est humain. Et tout ce qui est injuste nous interpelle. Deuxième dimension qui est liée à celle-ci, c'est qu'avec la vitesse, que se passe-t-il? Regardez ce qui est aujourd'hui, parmi les chaînes de télévision, ce qui a beaucoup de succès. On a ce qui s'appelle l'information continue. Oui, l'information continue, c'est une radio, c'est une télévision, tu ouvres quand tu veux, et chaque 7-8 minutes, la même information repasse. C'est bien. Factuellement, tu es content, tu sais au moins tout ce qui s'est passé. Tu peux sortir de ta voiture, tu dis, ouais, mais je sais ce qui s'est passé là-bas. Ça, je connais. Mais en fait, qu'est-ce que tu sais? Tu as reçu dans ta voiture, ou tu as reçu devant ton poste de télévision, des faits. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, il s'est passé ceci à tel endroit. Mais on ne t'explique pas le processus qui a mené à cela. On ne t'explique pas la cause, on te dit, voilà un fait. Peut-être même qu'on te donnera une cause, mais c'est une seule. Mais un événement n'est jamais un fait.
Un événement est toujours un événement avec une histoire qui donne sens à cet événement, un processus. De savoir que le Mexique est surendetté ne veut rien dire si vous ne savez pas quelle est la structure, l'enjeu, l'organisation internationale qui a mis un pays à genoux. N'est-ce pas? Quand vous savez un fait, vous ne savez pas ce qui l'explique. Et vous n'êtes informé que quand vous savez ce qui explique un fait, pas quand vous savez le fait. Vous voulez que je vous donne un exemple? Il est très limpide, cet exemple. Je mets cette caméra, elle est en face de moi. Nous éteignons la caméra maintenant. Et je me dispute avec mon frère. Ça n'arrivera pas, soyez-en assurés, mais imaginez, une vue de l'esprit, je me dispute. Oui? Et je l'agresse, ce frère. Et je l'agresse tellement fort dans sa dignité, dans son être, qu'il me gifle. Le problème, c'est que jusque pendant la dispute, la caméra ne fonctionnait pas. La seule chose qu'il a filmée, c'est le moment de la gifle. Et il est dit, dans la presse locale, un monsieur X a giflé un monsieur Y. L'information est juste, n'est-ce pas? Elle est juste, mais elle n'est pas tout à fait complète, parce que ma première agression n'a pas été mise en évidence. On le fait passer pour un agresseur, et peut-être qu'il était dans la légitime défense de l'agressé, puisqu'on n'a pas dit ce qui s'est passé avant. Ça vous dit rien, ça? C'est l'histoire de combien de situations politiques où on vous dit, et il faut les dénoncer, tous ceux qui à un moment donné se révoltent et peuvent prendre des armes, et on dira que tous ceux qui tuent des innocents, il faut les condamner, mais si on ne dit pas qu'avant qu'ils tuent eux des innocents, on a peut-être agi contre eux d'une façon ignoble, eh bien on dit la moitié d'une vérité. On condamne qui tue les innocents, mais il faut condamner en même temps qu'on condamne ceux qui tuent les innocents, ceux qui, au départ, les avaient maltraités. Et c'est l'histoire de toutes les dictatures. Si vous prenez dans les dictatures que ce que font les peuples et que vous ne regardez pas ce que font les dictateurs, vous mentez, même si vous avez dit la vérité, parce que l'information était vraie. Il m'a giflé, mais avant qu'il me gifle, je l'ai nié, insulté, indigné, humilié. Et l'information est vraie quand elle donne les deux choses, pas qu'on en donne qu'une, n'est-ce pas? Eh bien, dans la réalité de ces faits qui nous viennent à vitesse grand V, si vous ne faites pas, vous, le travail de reconstitution, d'approfondissement, vous êtes informé sur les faits, désinformé sur les processus. Et quelqu'un qui est désinformé sur le processus a une fausse idée des faits, n'est-ce pas? Deuxième événement. Et ça ne concerne pas que le monde musulman, c'est le monde entier qui est comme cela. Bien. Troisième chose. Donc, pas de mise en perspective. Pas de mise en perspective avec la vitesse et la densification. Troisième chose qui est importante. Comme je vous l'ai dit, il y a tellement d'informations qu'en fait, quand vous recevez quelque chose dans votre intelligence, on vous apprend à l'école à gérer ce que vous recevez dans votre esprit, à mettre des choses dans l'ordre, à savoir les priorités. On se forme à la gestion de l'information. Or, aujourd'hui, on reçoit 10, 20, 100 fois plus d'informations par jour, mais on n'est pas formé à la gestion. On n'a pas de formation critique sur les médias. Qui parmi vous, au-delà de 1 ou 2 heures peut-être à l'école ou à l'université, on lui dit « regardez l'information », a véritablement suivi une critique de l'information? C'est-à-dire, quand tu vois une émission, quand tu vois un téléjournal, est-ce que tu as pris le temps de te dire « mais pourquoi est-ce qu'ils mettent ce sujet avant tel autre ?» Ils se réunissent 2 heures le matin tous les jours pour mettre les sujets dans l'ordre. Pour rien. Ils ne pensent pas comment les choses se mettent. Ce n'est pas uniquement dans la priorité. Parfois c'est dans la priorité, parfois c'est du local, c'est de l'étranger au local. Mais pourquoi? Pourquoi on commence par telle information? Le monde se meurt et on parle de X qui ne pourra pas participer au Tour de France parce que peut-être qu'il est dopé. Il y a des gens qui sont en train de mourir partout, on est en train de prendre 10 minutes à parler de ça. Pourquoi? Quel type de rapport nous avons avec cette information? La critique de l'information manque. Je vais vous donner un exemple. On a fait une expérience avec des jeunes adolescents et également avec des étudiants, donc des personnes qui ont un minimum de bagage intellectuel. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis à cette distance-là et on a mis une télévision ici. Et on a pris la même séquence qu'on a
multiplié par 4, le même descendeur à ski, un skieur, le même. On a pris 4 fois la même séquence, d'accord? On a changé les temps, d'accord? Simplement pour qu'on ait l'impression qu'il y en a un qui est plus vite que l'autre. Et le commentateur va faire un commentaire différent pour la même image, avec une différence de calcul du temps, en disant pour la première image, pratiquement le skieur c'était une pomme, il ne savait pas skier. Dans la deuxième image c'est la même, alors là il est très très bon. Regardez, il skie bien, tout va bien, et puis le temps, donc là il était réduit. Le troisième, etc. Puis ensuite, sur la même image, le commentaire a changé, mais l'image est la même. Simplement, à la distance où ils sont, ils ne peuvent pas se rendre compte que c'est le même skieur. Et on leur dit, qu'est-ce que vous en pensez? Critique des étudiants, ah oui, 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 non, on voit que le premier skie mieux. C'était le même. C'était le même. On dit, ah oui, voilà, là, il n'a pas fait de faute, là. On te fait, le commentaire t'a complètement fait changer. Il te fait voir autre chose. Et pourtant, c'est la même image chaque fois. Ce travail de critique sur l'information, qui d'entre nous le fait? Où est-ce qu'on prend le temps de cette critique? On a peu de critique de l'information. Et quand on a peu de critique de l'information, qu'elle est extrêmement rapide, qu'il n'y a pas de processus, si tu n'es pas vigilant, oui, on te fait croire ce que l'on veut, ou presque. Troisième facteur. Quatrième facteur, qui est cette fois-ci un facteur un tout petit peu différent sur lequel il faut qu'on travaille aussi. Quel est-il? Il est celui des journalistes eux-mêmes. C'est que vous vivez aujourd'hui une ère où il y a effectivement, il y a une autre chose que je voulais dire, le quatrième facteur, prenons celui-ci avant de parler des journalistes. Une des choses qui est le phénomène le plus marquant de notre époque, c'est la prévalence, la supériorité en matière d'information de l'image sur l'écrit. Hubert Beuve-Méry, qui était le fondateur du Monde, mettait en évidence un jour, il disait, et ça a été repris d'ailleurs par Ignacio Ramenet, le directeur du Monde diplomatique, il disait une chose intéressante. Il dit, il y a un temps, quand le Monde écrivait un article, c'était l'article qui donnait le ton de la télévision, des reportages. C'était l'écrit, les gens lisaient, et c'est ça de quoi on partait et on allait étudier un sujet. Aujourd'hui, il dit, c'est plus le cas. Qui donne le ton des médias? C'est la télévision. Vous avez la télévision qui lance un sujet, et derrière, vous allez trouver tous les journaux qui en parlent. Les choses ont complètement changé. Ce sont l'image, la télévision qui a pris une place très très importante dans la transmission de l'information. Et vous qui êtes, pour certains d'entre vous, étudiants, vous vous en rendez compte, même à l'université, des personnes qui devraient, des intellectuels, des professeurs d'université qui devraient avoir le recul nécessaire par rapport à l'information, sont souvent, même dans leur analyse, beaucoup influencés par l'émission de télévision, par le débat télévisé qui a pris une place très très importante dans l'information télévisée qui fait effectivement aujourd'hui la référence. Oui, l'intervention du président de la République à 20h a combien de fois plus d'impact qu'un interview dans n'importe quel journal de la place? Aujourd'hui, c'est cela qui donne le ton. Donc, une difficulté supplémentaire. Pourquoi? Parce que l'image, son caractère instantané, peut nous amener à deux problèmes. Le premier problème, c'est que le fait de voir les choses, là aussi, nous fait perdre la distance critique. Et le commentaire de qui nous montre une image a un poids extrêmement fort, on vient de le voir avec le ski. Mais la deuxième des choses, qui est particulièrement importante, c'est que quand vous voyez les choses, vous êtes beaucoup plus enclin à croire qu'elles sont réelles. Puisque je l'ai vu, c'est vrai. Mais en fait, ce que vous avez vu n'est pas tout ce qui pouvait être vu, et parfois, et on l'a vu dans tout ce qui s'est passé, également avec, vous le savez, les mensonges de la guerre du Golfe. On a filmé des soldats irakiens en train de prendre, justement, de séparer des enfants de leur couveuse. C'était un montage. Mais cette image vue par les Américains a été l'élément qui a poussé le peuple américain à encourager l'intervention en Irak. Tout ceci a été l'objet d'une émission canadienne qui a gagné le premier prix de l'information, puisqu'on l'a vu. Et tout ça s'est passé par l'image. Donc la prévalence de l'image sur l'écrit est très importante.
parce que l'écrit, il pousse notre intelligence à essayer de construire ce que l'on ne voit pas. L'écrit est beaucoup plus un appel à la construction, encore qu'il faudrait relativiser, mais plus que l'image elle-même. Quatrième dimension. Cinquième dimension, autant nous ne sommes pas formés, pour la plupart d'entre nous, à l'analyse critique des images, autant aujourd'hui, il faudrait quand même que nous cesse notre paranoïa, parce que pour certains musulmans, les médias, c'est tout un grand système. Et puis alors, c'est vraiment la nébuleuse. Attention, les médias, c'est tenu par qui Oui, vous savez ça. Une fois que vous entendez les musulmans, quand vous les écoutez, vous dites, mais où il va, lui? Il voit une énorme machine avec les tendances américano-sionistes tenant tout, et nous, là, au milieu, complètement perdus. Mais tout n'est pas comme ça. Les systèmes, l'information, les agences, ça existe, mais tout n'est pas comme ça. Mais ce qu'il faut que nous nous rendions compte, ce dont il faut que nous nous rendions compte, c'est une autre réalité. C'est que quand l'information va si vite, quand la télévision a pris autant de place, quand aujourd'hui on demande à un journaliste, écoutez-moi bien, vous allez me faire un article sur ce sujet, il doit faire tant de signes, ou compter tant de mots. On veut un article court, souvent, oui, sur un sujet, et on envoie un journaliste, et combien j'ai des amis journalistes qui te disent, mais tu ne te rends pas compte, à des moments donnés, tu travailles à la locale, tu es là dans une région, puis on te dit, tu vas parler de ça, c'est-à-dire d'un événement, puis ensuite tu parles de ça, puis ensuite tu parles de ça. Notre formation, me dit-on souvent en tant que journaliste, pose un problème, parce que si je dois parler d'un événement local avec les autorités politiques, ça peut aller, peut-être que je suis au courant, mais ensuite on m'envoie, on me dit, tu vas sur tel autre terrain, puis là tu vas parler des, je sais pas, des musulmans qui vivent là et de leur culture. Tu es passé d'un système politique, tu passes là. Et la formation, comment tu es formé à ça? Qui a donné cette formation? Et beaucoup, j'aime beaucoup un journaliste très très connu en Suisse qui s'appelle Tora Sinta, qui dit, mais on doit quand même constater que les journalistes, par rapport à leur matière, ne sont pas toujours formés pour traiter les sujets qu'ils doivent traiter. Et certains viennent sur le terrain avec tout ce qu'ils ont entendu, eux aussi comme préjugés. Combien on en a vu qui descendent? Quand j'étais sur le terrain de l'engagement solidaire, vous voyez des journalistes qui arrivent, ils viennent avec un tas de choses. Ils viennent avec des tas de préjugés, même parfois ils viennent voir un projet de développement fait en plein milieu du Sahel sénégalais, ils cherchent le blanc. Où il est le blanc qui organise tout ça? Non, il n'y a pas de blanc ici. Que des noirs. On sait se débrouiller quand même, pas des enfants. Et ça vient aussi d'une... Et puis c'est la même chose aussi même par rapport à l'islam. Vient avec des préjugés, puis on va chercher sur le terrain ce qui confirme ce qu'on pensait savoir avant d'arriver. Et que c'est difficile quand tu pensais savoir avant d'arriver, que tu trouves quelqu'un qui dit « mais tu ne savais pas avant d'arriver ». Et pour ceci, il faut une formation aussi. La formation des journalistes pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on leur demande d'écrire vite, on leur demande d'écrire synthétiquement, et même parfois de parler de plusieurs sujets l'un après l'autre sans forcément être formés. Et que nous, en tant qu'acteurs de cette vie sociale ici en France, il ne faut quand même pas maintenant non plus être totalement paranoïaque par rapport à tout journaliste en se disant, quand il fait une erreur. Par exemple, il y a une journaliste qu'on connaît bien en Suisse qui a écrit des articles à qui on n'a jamais demandé, on ne demande pas aux gens d'être gentils. Ça aussi, il faudrait que vous mettiez ça un peu dans la tête. Tous les musulmans de France, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. On ne demande pas aux gens d'être gentils avec nous. On leur demande d'être justes. C'est pas dès qu'il y a un journaliste qui dit quelque chose qui n'est pas totalement négatif par rapport à l'islam, c'est notre ami. Il est gentil. Mais non, il n'est pas gentil, il fait son travail. On n'est pas à la recherche des gentils. On est à la recherche des honnêtes. Des honnêtes. T'es honnête, on te parle. T'es malhonnête, ça ne sert à rien. Mais si tu es honnête, on te parle. On ne veut pas que tu sois gentil. Ça veut dire que nous aussi, on doit accepter qu'à un moment donné, un journaliste honnête dise honnêtement ce qui ne va pas chez nous. Parce qu'honnêtement, il y a des choses qui ne vont pas chez nous. À moins que vous pensiez qu'on soit vraiment le top. Ça vous fait rire, donc on sait que ce n'est pas le top. Donc en l'occurrence, il faut qu'on cherche les gens honnêtes. Et il y a des journalistes, ils ont cette honnêteté-là. Il y a des journalistes qui, honnêtement, parfois se trompent. Honnêtement, une fois, cette journaliste, justement, elle a mis dans la bouche de quelqu'un quelque chose qui était à quelqu'un d'autre. Et puis, elle me téléphone, elle me dit « Ah, je me suis trompé, vraiment, j'en suis désolé. » Mais quand je suis allé voir les musulmans, « Ah, tu parles tordu. » Mais non, elle s'est trompée. Elle a téléphoné pour dire qu'elle se trompe.
Parfois, il y a des gens qui se trompent et qui sont honnêtes. Tout le monde n'a pas cette espèce de... Alors évidemment, on en a tellement vu qui disent une chose et qui en font une autre, que parfois on a cette tendance à tout généraliser. Mais on peut avoir cette tendance. Mais on n'en a pas le droit. On n'en a pas le droit. Il faut stopper cette tendance. Parce que s'il y a un journaliste ou une journaliste qui est honnête, et que toi, avec tes préjugés, tu fais ce que tu lui reproches, eh bien, tu es aussi fautif qu'elle, ou que lui. Et de ce point de vue-là, en toutes circonstances, chaque journaliste, homme ou femme, est à évaluer, à connaître, à la mesure de ce qu'il fait, sur pièce. On veut voir ce que vous faites ou ce que vous dites. Ensuite, on jugera, mais on ne généralise pas. Et de ce point de vue-là, beaucoup vous diront que vraiment, en termes de formation, ça pose un problème. Et j'aimerais vous dire aussi une autre chose qui a été un tremblement de terre dans le monde journalistique en Europe, chez les plus consciencieux. C'est tout ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe. C'est tout ce qui s'est passé à Timisoara, où il y a énormément de journalistes qui disent « on s'est moqué de nous, on nous a fait croire des choses ». Et j'aimerais quand même que vous fassiez attention, parce qu'il y a des choses qui évoluent. Le traitement de la guerre du Kosovo, quand on vous disait « attention, c'est soumis à la censure », attention, il y a beaucoup de progrès. Il y a des gens qui ont dit « attention, il faut que les gens sachent ». Ce n'est pas des informations, oui, des choses qui ont évolué depuis qu'on a vu comment CNN avait été embrigadé, on leur faisait croire n'importe quoi, où les militaires ont bien compris, vous ne filmerez que ce que l'on veut vous montrer, et on vous donnera des images d'archives. Combien il y a d'images pendant la guerre du Golfe? C'était des images d'archives, ce n'était pas des réalités, ce n'était pas ce qui se passait sur le terrain. Bien. Et bien de ce point de vue-là, la formation des journalistes pose également un grand problème parce qu'ils ne sont pas spécialistes de tous les sujets qu'ils doivent traiter. Et quand tu n'es pas spécialiste d'un sujet aussi sensible que le religieux, que le culturel, que le social, que le politique, eh ben, tu peux dire parfois des choses qui ne sont pas totalement sensées. Et que pour nous qui sommes sur le terrain, il faut parfois savoir que nos interlocuteurs ne sont pas des spécialistes. Mais un spécialiste ne veut pas forcément dire que c'est déjà quelqu'un qui a un esprit qui n'est pas tout à fait droit. Il n'est simplement pas forcément un spécialiste. Et il a les mêmes problèmes que nous, parfois, on a quand on est en face d'un sujet qu'on maîtrise peu. Dernier élément de cette entrée en matière, vous voyez comme les choses sont plus compliquées. Vous voyez qu'il ne faut pas, islam, média, c'est la guerre. Ce n'est pas comme ça que les choses sont dans la réalité. Eh bien, il y a une autre réalité. C'est que, avec tout ce que je viens de dire, on s'aperçoit que le média, que la presse et que la télévision, c'est un outil d'une puissance phénoménale. Parce que tu transmets l'information, parce que plus tu as l'instrument qui permet la vitesse, plus tu as du pouvoir. Et ça, vous le savez. Aujourd'hui, la première information qui part est celle qui a le plus d'impact. Après, vous pouvez nier, mais quand la première information est partie, quand vous niez, ça n'a pas le même impact, vous le savez. Vous pouvez nier quelque chose, mais la première information est la plus forte. Et celui qui a les moyens d'envoyer la première information, même dans l'honnêteté, même dans la justice, du fait, eh bien, il a un pouvoir phénoménal. 83% de l'information internationale passe par 4 ou 5 agences aujourd'hui, avec l'agence Nippon, par les informations qui sont par les agences d'information occidentales. C'est un pouvoir. Et là aussi, ne soyons pas naïfs. Une agence, dans la sélection et dans la priorité qu'elle fait de l'information qu'elle répercute, n'est pas totalement neutre culturellement ni idéologiquement. Même si vous avez des journalistes consciencieux, il y a forcément des orientations. Et quand vous savez que l'écrasante majorité de l'information passe par des agences en Occident, eh bien forcément l'image qui est représentée du monde sera teintée ou orientée ou fondée ou enracinée dans une vision occidentale des événements, voire même des orientations de type culturel ou de type idéologique qui sont effectivement ici enracinées dans une façon de percevoir le monde. Et même, j'aimerais vous dire, c'est pas là également forcément avec une volonté déterminée. C'est pas forcément avec une volonté qui n'est pas nette. Vous avez forcément l'image du monde qui est née de votre propre culture. Et même quand vous la répercutez avec une volonté d'être objectif, quand vous êtes dans une agence de presse, eh bien, ça pose un problème. Je vais vous donner un exemple.
Un exemple qui s'est passé justement avec l'agence de presse, l'AFP, l'Association française de presse, qui est l'une des 4 grandes au monde, de quelqu'un qui est basé au Caire et qui a une vision de ces événements-là et qui reçoit 3 ou 4 informations qui viennent du monde arabe. Il y en avait une qui venait d'Égypte, il y en avait une autre qui venait du Nigeria, s'est arrêté sur celle d'Égypte. Et en fait, c'était une information qui venait d'un journaliste. Ce journaliste-là, en plus, il se connaissait. Il se trouve que j'avais un contact avec ce journaliste et il y a des choses très très intéressantes. Le journaliste va sur le terrain et il met en évidence le travail social que sont en train de mener certains groupes, qui est ouvert en relation avec des chrétiens sur le terrain égyptien, ce dont personne ne parle, cette relation chrétienne-musulmane sur le terrain égyptien, puisque ce qu'on veut nous dire tout le temps, c'est qu'il y a des conflits, parce que c'est le conflit qui fait l'événement, c'est jamais l'alliance des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté. Alors, l'information arrive, et vous savez, le journaliste qui est à l'agence France Presse, il voit ceci, et il m'a dit, écoute, j'ai vu cette information-là, et je me suis dit, j'ai trouvé superbe l'article, et je me suis dit, si je passe cet article en l'état à toutes les agences, si je le dispatche, en l'occurrence si je le diffuse, il est tellement positif qu'on va penser que ce n'est pas vrai. On ne va même pas en tenir compte, tellement il est positif. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ajouté 2 petites touches de « ça ne va pas toujours très bien », parce que comme ça le rendait réaliste. Vous voyez un tout petit peu la structuration de l'esprit. Ce n'est même pas forcément quelque chose qui est malveillant. Il a dû mettre 2 touches cette information un peu croustillante qui vous donne l'impression que c'est vrai, parce que sinon c'est pas vrai. Des musulmans qui se comportent bien, il ne faut quand même pas exagérer. Donc en l'occurrence, pour faire passer la chose. Et c'est même pas forcément malveillant, mais c'est aussi une situation de gens qui sont de bonne volonté et ils vous le disent en vous disant, mais tu sais, c'est un problème parfois, c'est pas simple. Bien, une fois qu'on a dit tout ce portrait-là et qu'on s'aperçoit aussi de ce système-là, en tant que musulman, et en tant que citoyen français aussi, qui a envie de s'engager dans une réflexion très très approfondie, et qu'on se dit, attendez, nous en tant que musulmans, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de représentation. Et c'est cette volonté de nous dire, vous les musulmans d'un côté, et les sociétés démocratiques et de progrès de l'autre, il faut qu'on change ça. Alors comment est-ce qu'on peut s'engager à une réflexion? La première des choses, si vous voulez, les 2 choses qu'il ne faut pas faire à mon sens. Encore une fois, vous m'avez bien compris. Dans les interventions sur les questions d'actualité, ce sont des opinions, ce sont des réflexions sur lesquelles on prend du temps et qui doivent développer votre propre esprit critique. Tout ce que je dis est une opinion. C'est basé sur des faits, mais c'est une opinion. À vous ensuite de prendre ceci, d'être critique, de développer votre propre réflexion. Il ne s'agit pas de sortir de la salle et de répéter ce que vous avez entendu. Il s'agit de sortir de la salle et de faire un travail critique sur ce que vous avez entendu. Il faut vous habituer à ça en permanence. Que celui qui parle soit votre frère ou que celui qui parle ne le soit pas. En religion, il est votre frère en fraternité. Le respect que vous devez à sa parole, c'est de l'étudier. C'est de l'étudier quand il donne son opinion. Et ça, je suis très, très, très fâché avec beaucoup de mes frères et de mes sœurs en islam. Quand il y a un musulman qui parle, ils sont tout ouïs, ils prendraient des notes sur tout. Et puis quand c'est pas forcément un musulman, ils ont une attitude critique par rapport à ce qu'il dit qui n'est pas bonne. Là, il faut qu'on soit très, très clair. Il faut avoir une attitude critique avec tout le monde, avec la même honnêteté, la même justice. Bien. Les 2 choses qu'il faut éviter, cette première, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'associations musulmanes en France et en Europe. Le rejet généralisé. C'est-à-dire, les médias, c'est tous pareil, les journalistes, c'est tous pareil, ce sont tous des malhonnêtes, la seule chose qu'ils disent de l'islam, c'est négatif, on met tout le monde dans le même paquet. Ça ne va pas, parce que ce n'est pas juste. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui accepterait qu'on le confonde avec un système tel qu'il peut être lié dans le monde musulman à une façon de se comporter d'un être qui serait vraiment négative? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, on pourrait prendre Saddam Hussein, on pourrait prendre n'importe quel dictateur de la planète qui soit de tradition musulmane? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait être, qui aimerait ou qui accepterait qu'on le confonde avec ça? Mais non.
Alors comment nous, avec des journalistes qui sont présents sur le terrain, on confondrait ceci avec tous ceux qui sont peut-être mal intentionnés? S'ils sont 10 à être mal intentionnés, ce qui serait encore à prouver, et qu'il y en a un qui est bienveillant ou une qui est bienveillante, tu n'as pas le droit de confondre l'une avec les 10. Même si eux font la même chose avec toi, tu ne peux pas faire la même chose, parce que nous, on ne répond pas au mal par le mal. En toutes circonstances, tu me fais 100 fois le mal, chaque fois je répondrai par le bien. Je ne connais que cette loi. Pas pour te faire plaisir, mais parce que c'est par ordre de Dieu. Si tu me fais le mal, je te réponds par le bien. Tout le temps. Et si tu es injuste avec moi, c'est pas ce qui permettra mon injustice avec toi. Et c'est vrai pour les journalistes. Donc, cette espèce de rejet. On a vu des associations, dès qu'il y a un journaliste, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas vous parler. De toute façon, vous dites toujours des choses qui sont négatives sur l'islam. Toujours. Ça veut dire quoi, toujours? Toi, tu es toujours intelligent. Tu es toujours bête. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas dans notre rapport avec les êtres humains. Donc, cette espèce de vision de rejet général, vous avez, j'ai rencontré ceci en Angleterre, je l'ai rencontré en France, nous, on ne voit pas les journalistes. Mais si quelqu'un vient chercher une information, et que systématiquement, toi, tu ne parles pas, ton silence donne raison à ses préjugés. Écoutez-moi bien, ton silence donne raison à ses préjugés. Parce que qu'est-ce qu'il va penser si tu ne veux pas lui parler? Par contre, il faut juger les gens sur pièce, pas voir ce que vous dites. Puis il faut aussi parfois qu'on se donne des conditions de travail ensemble. Il y a des contrats dans notre relation. Je vous dis ce que je vous dis, et vous avez un contrat moral en face de moi, c'est de répéter ce que je vous dis de la façon dont je vous l'ai dit, pas de construire selon ce que vous avez pensé. On a un contrat avec les journalistes. Il faut s'éduquer mutuellement à des contrats. J'ai un contrat avec vous. Vous êtes venu me questionner, et quand on pose une question, le minimum de l'honnêteté, c'est d'écrire la réponse. Dans le contexte, pas de la bricoler. Bien. Puis l'autre chose également, qui est beaucoup plus générale, c'est effectivement cette espèce de paranoïa qu'il y a dans la communauté musulmane aujourd'hui en Europe. Je vous promets, c'est en Europe. Vous allez en Suède, vous allez en Angleterre, vous venez en France, vous allez en Suisse. Vous entendez un discours sur les médias. Parmi les musulmans, ils ont l'impression que tous les médias sont ligués contre l'islam, où il y a une paranoïa de ce point de vue-là. Vous avez bien compris dans la façon dont je vous ai présenté les choses que c'est absolument cela qu'il faut éviter. Il faut avoir un esprit critique et il faut avoir un esprit pointu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle va être notre analyse critique? Alors, j'aimerais, de ce point de vue-là, vous proposer personnellement d'avoir une attitude et une analyse critique par rapport à cette situation et de vous engager, vous, personnellement, à faire un travail. Et ça me paraît très important. Parce que, franchement, je vois énormément de musulmans, énormément dans notre communauté, de personnes qui disent « Ouais, de toute façon, les médias ci, les médias ça, puis les gens les croient, puis les gens ci, puis les gens ça, puis vous regardez le frère, vous regardez la sœur, je lui dis « Puis toi, tu crois quoi? Toi, tu vas chercher ton information. T'écoutes quoi? Tu écoutes, toi, le 20h? Tu prends ton information. C'est facile de rester assis en disant que personne ne comprend rien à l'islam parce que personne ne s'informe. Et tu t'informes, toi? Ou est-ce que tu es exactement au même niveau que tous les autres? C'est facile d'être assis en disant que les médias déforment l'esprit des gens quand toi, tu ne formes pas le tien. Parce que tu es aussi déformé que les autres. Simplement, la seule chose qui te donne un tout petit peu plus de contenance, c'est que tu te prends pour la victime. Ah non, mais moi, attends, c'est de moi qu'on parle et on en parle mal. Moi, je suis la victime. T'es victime de quoi? Où tu vas chercher ton information? Il n'y a pas de victime. Nous, on n'a qu'une seule chose qu'il faut qu'on sache devant Dieu. Il y a des épreuves. Il n'y a pas ce discours sur la victimisation, l'infantilisme de notre communauté. Tu n'es pas victime. Ce n'est pas parce que tu subis, toi, la mauvaise information que tu peux te permettre de juger tous les autres. Tu es victime de rien. Soit tu fais face à tes responsabilités, soit tu ne fais pas face à tes responsabilités. Et si tu ne fais pas face à tes responsabilités, alors tais-toi sur tous les autres concitoyens qui sont les tiens, qui font la même chose que toi. Ils écoutent l'Inventeur, ils ont compris, ils pensent qu'ils savent tout quand ils ont écouté France Info, les événements, et puis c'est tout, je suis informé. Tu n'es pas informé, tu es peut-être informé par les faits, mais tu es déformé dans la compréhension du processus. Qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est une attitude personnelle, exigeante qu'il faut avoir. Et ça fait partie de votre formation qui est liée à votre conscience avec Dieu. Parce que si quelqu'un vous donne une information sur quelqu'un d'autre,
ou sur un autre pays, et que vous vous suffisez d'une information tronquée, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas juste. Quand il nous est dit, faites, eh bien, ils viennent nous chercher la justice. Donc, allez chercher, si quelqu'un vient vous donner une information, cherchez, soyez vigilants. Ça, c'est dans Surat al-Hujurat. Allah nous apprend ça. Il nous apprend, cherchez, vérifiez. Eh bien, si tu ne vérifies pas, tu n'es pas juste. Donc, quel travail on a à faire? Chacun d'entre nous. Le premier, c'est effectivement de se protéger de ce pouvoir des images. Et là, j'interpelle chacun d'entre vous. Quel travail critique vous faites par rapport à votre façon de regarder la télévision? Quel article vous lisez sur les événements qui vous permettent de prendre de la distance par rapport à la télévision, plutôt que de rester assis en disant de toute façon c'est toute la manipulation? Est-ce que vous avez véritablement un travail critique que vous faites? Eh bien ça, il faut le faire. Méfiez-vous de la simple information télévisuelle. Il faut prendre des distances par rapport à ça, et chacun d'entre nous, dans sa vie quotidienne, doit prendre du recul par rapport à la présence de la télévision dans sa vie personnelle. Deuxième élément, il faut effectivement que chacun d'entre nous qui est intéressé par ça lise un tout petit peu les études qui sont faites sur les médias. Je suis très 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 étonné de voir qu'on est tout le temps en train de critiquer, mais on ne lit pas les critiques qui sont faites par d'autres. La seule chose qui nous intéresse, c'est les critiques qui sont faites par des musulmans, mais qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand est-ce que nous, on prend la science que de ceux qui sont de notre religion? Toute science nous appartient. C'est le patrimoine de l'humanité. Si tu as quelqu'un qui a fait un travail sur les médias qui est intéressant, on va le lire. Quand vous avez aujourd'hui, par exemple, des personnes comme Halimi, par exemple, qui a écrit Les Nouveaux Chiens de garde, et qui vous explique comment ça fonctionne dans les médias en France, comment, par exemple, celui dont le livre dont on parle, c'est l'ami d'un autre qui est lui-même, et qui vous explique comment ça fonctionne, et qui fait une critique en 90 pages. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas ce qui fait partie de votre conscience, de cette curiosité de citoyen, pour savoir comment est-ce qu'on mène les gens et comment les choses se... Vous avez les travaux de Halimi sont très importants, les travaux de Serge Latouche, un livre de référence, l'occidentalisation du monde, comment est-ce que aussi, au niveau des médias, les choses se passent. Vous avez tout le travail qui est fait aujourd'hui. On peut être critique, attention, je ne vous dis pas de dire ceci pour être d'accord, mais pour développer votre esprit critique. Il ne s'agit pas d'être d'accord forcément avec ce qu'ils disent, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas intéressantes, ou qui sont fausses, ou qui sont discutables. On n'est pas là pour croire tout ce que les gens disent, mais en tout cas pour savoir ce qu'ils pensent. Je ne suis pas d'accord forcément avec toi, mais avant que je ne sache si je suis d'accord ou pas, j'essaye de comprendre ce que tu me dis. Ce qu'est en train de faire Bourdieu, le travail qu'il a fait sur la télévision, extrêmement intéressant. Quand Bourdieu en arrive dans un débat qui a lieu dans le monde diplomatique à dire, vous savez l'émission phare de France 3, La Marche du siècle, où vous aviez un présentateur extrêmement respecté, eh bien lui il le critique. Il dit cet homme, c'est pas un démocrate. Il fait semblant de donner la parole à tous, mais il les oriente. On peut ne pas être d'accord avec Bourdieu, mais c'est intéressant de voir son analyse. Et c'est intéressant de voir la réponse qu'on lui a faite. Ça, ce sont des choses qu'il faut étudier aussi. Quand aujourd'hui, vous avez Régis Debray, il a été tellement critiqué sur sa position sur le Kosovo, mais ça ne veut pas dire qu'il a une pensée qui ne doit pas être étudiée. Il a fait tout un travail sur l'État séducteur. Comment aujourd'hui, au plus haut niveau d'un État démocratique en Occident, on joue avec l'image? Comment aujourd'hui, tout acteur politique est accompagné par une agence de relations publiques? Comment un intellectuel aussi, comment un intellectuel comme Bernard-Henri Lévy arrive 3/4 d'heure avant l'émission pour savoir comment la caméra va le prendre, parce qu'il faut qu'on le prenne bien, parce que mal c'est pas bon. Le travail sur l'image, le travail sur... Tout ça, ça s'étudie. Et c'est notre esprit critique, c'est pas que contre les musulmans que l'on en a. Il y a 1000 émissions, tu discutes avec un musulman, la seule chose dont il se souvient, c'est qu'à l'émission de la Marche du siècle, on a mis des barbes à des musulmans pour montrer qu'ils étaient vraiment intégristes. Tu as raison, mais il n'y a pas que ça dans l'information. Il y a plein de manipulations qui peuvent se faire par ailleurs. C'est pas que quand il y a quelque chose contre l'islam que ça doit t'intéresser. Le problème du pouvoir des médias doit t'interpeller, étudie-le aussi. Et puis, la troisième des dimensions, ce qui est notre responsabilité, c'est effectivement un travail sélectif. Il y a des choses qu'il faut aller chercher, de l'information qu'il faut aller chercher, un travail de sélection par rapport à l'information que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas
au niveau de la conscience critique qui devrait être la nôtre en tant que citoyens français de confession musulmane. Vous m'excusez, l'état de la communauté, en particulier ceux qui, parmi vous, ont pu faire des études, sont très paresseux par rapport à leur information. Vous discutez avec des gens sur tout ce qui se passe dans le monde. Mais alors, c'est révoltant, bien sûr, si je vous dis que vous voyez des frères et des sœurs, ils ne savent rien de ce qui se passe en Palestine. Ils ne savent pas. Vous avez 4 lignes là. J'étais révolté. Je suis dans le train en train de lire le journal, il y a 4 lignes sur 8 personnes qui sont mortes sur une intervention des forces israéliennes sur Beyrouth. Parce que eux, quand on leur envoie un missile et que ça touche 2 personnes, eux, ils en tuent 8 et ils font 60 blessés, 4 lignes. Bien, ça c'est révoltant, mais il y a plein de choses sur lesquelles on doit s'informer. Cette réalité-là, c'est déjà révoltant de voir des musulmans qui ne s'intéressent même pas à ces problèmes-là, ils ne s'intéressent à rien. Ils ne s'intéressent pas à l'information sur le plan international. Ils ne font pas cet effort-là. C'est une conscience citoyenne que l'on veut, et ça n'est pas permis. Excusez-moi, chers frères et chères sœurs, d'être vraiment très franc. Ça n'est pas permis de jouir de la liberté dont nous jouissons et d'être aussi paresseux sur le plan critique. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont en train de croupir dans des prisons, quand on sait que partout dans le monde, il y a des gens qui, parce qu'ils ont utilisé la plume pour une parole libre, en 25 ans de prison, ça n'est pas possible de pouvoir utiliser sa tête et d'être aussi paresseux. Ça n'est pas permis. Et on devra rendre des comptes sur nos paresses. Donc ce travail d'information sélective. Sur le plan du terrain, 3 choses, et j'en termine, ce sont mes conclusions pour des choses concrètes. Quand on a vu tout ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain par rapport aux journalistes et par rapport aux médias? Eh bien, j'aimerais vous proposer de réfléchir à une chose. Vous êtes sur le terrain français et vous ne pouvez pas changer l'image, la représentation internationale de l'islam. Par contre, chacun et chacune d'entre vous, là où il ou elle vit, est un producteur d'informations. Aujourd'hui, je ne connais qu'une seule chose. Si vous êtes à Lyon, si vous êtes dans la région lyonnaise, le travail de proximité est le travail le plus porteur. Qu'est-ce que c'est un travail de proximité? Un travail de proximité, c'est qu'au lieu de vous asseoir devant TF1 ou les grandes chaînes nationales et de pleurer sur la désinformation, ben faites votre travail au niveau local. Vous avez des journalistes au niveau local, des hommes et des femmes. Pour certains d'entre eux et pour certaines d'entre eux, ils sont honnêtes. Faites un travail de proximité. Ça ne veut pas dire vouloir les séduire. Séduire, ça ne nous intéresse pas. Trouver des journalistes gentils, ça ne nous intéresse pas. Cherchez là où vous vivez, établissez là où vous vivez des relations avec des journalistes sincères et compétents, et il y en a. À force de regarder les chaînes nationales et puis de se plaindre, on ne regarde pas les gens qui sont à côté de nous, dans lesquels il y a des très bons journalistes et qui font l'opinion publique aussi. Là, à côté de vous, il y a des journalistes qui ont envie de connaître. Et là, nous sommes des producteurs d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à des moments donnés, tu as des situations, tu leur donnes des informations, tu établis des contacts. Là où nous sommes à Genève, où je connais plein de frères et de sœurs qui sont en Angleterre, là où ils vivent, ils ont 2 ou 3 journalistes. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils envoient l'information. Pas pour que tu en parles demain, ça ne nous intéresse pas, mais que tu saches qu'il se passe quelque chose. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on fait un événement, il y a une soirée, venez nous voir. Il y a une fête, venez nous voir. Mais il n'y a que ça qui intéresse les journalistes. Et puis le jeune qui s'est présenté à une place de travail et puis qu'on lui a dit parce qu'il s'appelait Mohammed, eh bien Mohammed, il faut revenir la prochaine fois, on vous appellera, et on ne l'a jamais rappelé. La discrimination à l'emploi, les fractures sociales, ben, tu donnes, voilà une information, vous en parlez pas, ça ne nous intéresse pas, mais comme ça vous savez, on établit des relations sur des faits, sur des choses. On n'est pas une communauté qui a tellement peur qu'il fait de la promotion publicitaire. On n'a pas besoin d'affiches publicitaires pour montrer qu'on est gentil. Non, c'est beaucoup trop sentimental notre rapport aux choses. C'est beaucoup trop émotif, trop émotif. On a envie d'être aimé. On est gentil quand même, on fait des fêtes. On peut manger du couscous. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. À un moment donné, on a des responsabilités. Donnez de l'information. Il y a des choses qui se passent ici. Puis vous donnez l'information. Vous en parlez pas, c'est pas grave. Au moins vous avez l'information. Puis vous faites venir des gens, même à des débats qui sont des débats aussi de réflexion. Les journalistes qui sont là. Et je vous promets que quand le journaliste, il vous connaît et qu'il a confiance, quand il sait que quand vous lui donnez une information, c'est une information qui est fondée, il n'en parlera pas 1 fois, 2 fois, 3 fois.
il établira des relations de confiance. On a besoin de confiance. Et la confiance, c'est une éducation. On s'éduque à connaître l'autre. Pas pour te séduire, mais pour te montrer qu'on est là, on est présent sur ton terrain. Et il faut que tu comptes avec nous, parce qu'on est des producteurs d'informations. C'est comme un des journalistes qui était un grand ami à Genève, il me dit, mais on se plaint de nous parce qu'on ne passe pas l'information. Vous êtes venu nous dire qu'il se passait quelque chose, vous ne nous dites pas. Puis après, vous voulez pas, vous vous plaignez qu'on n'en parle pas. Eh bien, faites-le. 10 fois. Et puis, des relations de proximité. Et il y a énormément de choses qui passent par les journaux de proximité, parce qu'il y a des journalistes qui sont, de ce point de vue-là, disposés à entrer en contact avec les musulmans. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses qu'il y a à faire aussi à notre niveau, un travail de critique de l'information. Je suis complètement sidéré de voir des musulmans, toute leur formation, qu'est-ce que c'est? Tu apprends du Coran, tu apprends des hadiths, c'est bien, il faut continuer. Mais à un moment donné, tu prends 5-10 personnes, tu leur mets une émission de télévision, 20 minutes. Cette émission qui est tellement regardée est tellement souvent en dessous de tout, comme celle, et je la critique ouvertement parce qu'il y en a marre de voir des émissions aussi malhonnêtes que ce qu'on peut voir sur l'islam à envoyé spécial. Ben, tu prends 20 minutes, puis tu mets 5-10 sœurs ou frères, tu mets des gens en face de ça, puis tu dis, voilà, maintenant on va regarder ça, puis on fait une critique de ça. Un travail de critique de l'information, on en discute. Tu prends un article de journal, tu le mets en face de 10 personnes, on va se voir une fois par semaine, comme ils font à l'île Maurice. Ils sont 15 étudiants, chaque 2 semaines, une fois sur 2, ils prennent un article de journal, ils le donnent à chacun d'entre eux, puis ils disent voilà, chacun le lit, puis après on en discute. Puis ils le discutent pour la 15. Puis on fait un travail de critique de l'information. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as comme information? On forme sa tête à gérer l'information. Et pas simplement sur des sujets islamiques. Pas simplement sur des sujets qui sont liés à notre communauté, sur tous les sujets qui intéressent l'homme, dans ton lieu de travail, sur le plan international. Ça, c'est un travail qui doit être fait, de critique de l'information. Et également, nous avons à développer aussi nos propres moyens d'information. Et là aussi, il y en a immédiatement, quand ils pensent à l'information, ils voient. Alors là, alhamdoulilah, on a des frères qui se sont engagés, ils font une revue quasiment professionnelle. Mais on n'a pas tous les moyens de faire ça. Mais là où on est, une feuille A4, des informations qu'on met sur du papier, on produit de l'information, on s'informe. Ceux qui sont en Angleterre, Impact International, c'était 4 frères. Ils sont partis, ils n'avaient rien. Aujourd'hui, ils ont fait, à force de se battre, un des outils d'information en langue anglaise incroyable. C'est distribué depuis les États-Unis jusqu'en Indonésie. C'est des frères qui ont travaillé et qui font un travail de professionnel, de la compétence. L'information qu'ils donnent, elle est vraie et ils approfondissent. Mais on doit aussi faire ce travail. Si on ne peut pas le faire comme eux, ils le font, donc on le fasse au niveau local. Comment vous êtes informé sur l'état de ce qui est en train de se passer à Lyon? Eh bien aussi, on peut aussi développer des choses, des petites informations, que ceux qui ont les compétences de faire ça se manifestent. Et aujourd'hui, il y a des moyens pour faire ceci. Tout ça pour nous dire à nous tous, chers frères et chères sœurs, qu'aujourd'hui, dans ce travail-là, par rapport à cette masse d'informations, par rapport à cette non-mise en perspective, par rapport à la puissance que cela peut avoir sur nos consciences, nous sommes tous en train de faire un travail de résistance. Et j'aimerais vous dire aussi, et que j'aimerais que vous l'entendiez très fort, nous ne sommes pas tout seuls à faire ceci. Vous avez énormément de citoyens français, de citoyennes françaises qui sont exactement dans cette même perspective et qui ont aussi l'impression qu'on ne leur donne pas toute l'information, que les choses vont trop vite, qu'ils n'ont pas le temps d'analyser. Eh bien, développons aussi, nous, localement, là où vous êtes, des fronts de résistance. Mais vous savez par quoi ça commence? Par l'attitude de chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Parce que tu peux rester assis à critiquer le monde entier si tu n'es pas exigeant avec toi-même, avec ta conscience et avec ton intelligence. Eh bien, ça ne sert à rien. Le monde ne changera pas à regarder le monde changer autour de toi, et nous savons. De Dieu ne change pas ce qui est dans un peuple avant que chacun d'entre nous change ce qui est à l'intérieur de lui-même. Et ça, c'est une exigence. L'information, la bonne information, c'est un effort quotidien. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, entre le tafsir où on disait c'est l'éducation, c'est un djihad. Un autre tafsir où on disait la fraternité, c'est un djihad. Eh bien, l'information, c'est un djihad. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est sur le plan international, en vous souvenant, mais vraiment comme quelque chose qui doit faire trembler votre conscience.
Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans sur le plan international n'est pas des leurs. C'est vrai pour toute notre conscience, de cette conscience d'un monde où il y a plein de justice. Mais plus généralement, vous, en tant que citoyen français, et qui êtes musulmanes et musulmans, avec tous les partenaires, il faut vous occuper des affaires des hommes. Parce que ça n'est pas possible, et je termine là-dessus, qu'en 1999, vous soyez à 11h un vendredi soir, avec la possibilité de vous déplacer, d'écouter une conférence, de pouvoir vous former, et que le reste du mois, comme le reste des vacances, ce soit la paresse, et qu'on ne se préoccupe pas de ce que vivent les gens, parce qu'on n'en a pas le droit. C'est le minimum de droits qu'ils ont sur nous. Sache ce qu'ils vivent, ce sera une meilleure façon, la seule façon pour toi, avec ta bouche, devant tous les êtres humains, et devant Dieu de le dénoncer. Mais il faut que tu saches de quoi tu parles. À nous de faire ce travail de résistance, Inch'Allah, et la responsabilité de chacun, personnellement et individuellement, Inch'Allah.